Bonjour à tous. Merci de suivre. Alors, je ne sais pas depuis quelle heure vous êtes levé ce matin. Moi, très tôt, donc je vais peut-être montrer des signes de fatigue. Je m'en excuse d'avance. Je suis membre du CNJ à Boulogne, de l'autre côté du Pont de Sèvres, donc le Centre national du jeu, qui en ce moment même organise donc Faster Than Light, qui est une convention dédiée aux jeux de science-fiction. Sur tout type de médias, donc on a du jeu vidéo, du jeu de rôle, jeu de figurines, jeu de société, jeu de plateau, comme je préfère les appeler, et tout ça sur 24 heures, donc si d'aventure vous êtes encore en forme après cette table ronde, je vous invite à y faire un tour, c'est vraiment la porte à côté, et on joue jusqu'à 10 h demain matin. Et on a du café, voilà. Super. Si je précise ça, c'est aussi parce que je vais commencer par vous donner un petit feedback sur ce qui se passe là-bas, puisque j'en viens, et pour vous parler des publics du jeu de plateau de science-fiction. En vous disant que, tout d'abord, on savait, en organisant cet événement, qu'on n'attirerait pas les foules. On l'a fait quand même, d'une part parce qu'on a un caractère associatif et qu'on n'est pas dans des logiques de chiffres, d'autre part parce que c'est un public qu'on aime chouchouter, les amateurs de science-fiction. On aime ces discussions passionnées entre deux tours de jeu, entre des joueurs experts qui connaissent aussi bien l'univers de référence du jeu que ses mécaniques. Donc là, on doit tourner à peu près à 150 joueurs et joueuses, et on en reparlera, des joueuses, et on s'estime satisfait, voilà, pour un événement monté assez rapidement. Voilà. Donc, un petit chiffre en termes de fréquentation, mais c'est pour dire aussi qu'on ne vient pas aux jeux de science-fiction par hasard. C'est vraiment un genre auquel on veut s'intéresser. On s'intéresse d'abord, avant de venir au jeu, je pense. On ne commence généralement pas le jeu de société par des jeux de science-fiction qui sont assez rares en termes de thématiques. Les thématiques les plus courantes vont aller du côté de la fantasy, l'heroic fantasy, le médiéval fantastique, qui communiquent beaucoup plus largement. On est encore dans un terme assez clivant dans la science-fiction en fait. Les joueurs vont venir autant pour la thématique que pour les règles du jeu. Et ça, c'est un phénomène relativement rare. C'est-à-dire que les joueurs vont généralement s'intéresser à un bon gameplay, à une bonne mécanique de jeu, qu'importe le thème. Dans la science-fiction, on repère quelque chose de légèrement différent, c'est qu'on peut tomber sur des gens qui vont accrocher à un jeu qui, objectivement, est bancal, ou qui n'est pas le meilleur dans sa catégorie, mais ils vont accrocher par le thème. Et donc, on a ce trait-là qui est important en matière de jeu de SF. C'est tout de suite attrayant ou rédhibitoire par le thème, en fait. Certaines personnes ne vont pas vouloir jouer parce qu'il y a un vaisseau spatial sur la boîte de jeu. Donc il y a déjà un mouvement de recul. D'autres vont au contraire s'avancer vers la boîte parce qu'il y a un vaisseau. Et encore une fois, qu'importe la valeur du jeu. Je parlais du clivage homme-femme. Donc le jeu s'est démocratisé, c'est une bonne chose, et il a aussi gagné le cœur de ces dames, de plus en plus, qu'on voit autour des tables de jeu. Donc l'effet de cette démocratisation fait aussi qu'il y a aussi plus de joueuses sur ces jeux-là. Et donc là, le ratio, même s'il est très largement en faveur des hommes, voilà, on doit être à une trentaine de femmes et on s'estime heureux. Je vais peut-être... dire un mot. Oui. Bonjour. Oui, c'est marrant comme en t'en parler, je pense finalement que ce sont des thématiques très proches de celles de la littérature de science-fiction en général. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir des personnes qui vont être attirées par un livre de SF parce qu'il y a un vaisseau dessus, ou d'autres qui vont être au contraire repoussées par ce livre parce qu'il y a un vaisseau dessus. Et en termes de proportion, de répartition du lectorat, on retrouve à peu près les mêmes chiffres, puisque la science-fiction est majoritairement lue par des hommes, on est de l'ordre de 2 tiers hommes, 1 tiers femmes. La fantasy, on est plus moitié-moitié, et en revanche, ça ne vous surprendra peut-être pas, mais le fantastique attire plus les jeunes, plus les femmes.
Et je vais peut-être laisser voilà, rebondir. Peut-être se présenter déjà, rapidement. Donc, Julien Lebroc, j'ai travaillé pendant 6 ans dans le jeu de rôle. Donc moi, j'interviendrai essentiellement sur ce loisir-là. Je connais très peu les jeux de plateau. Donc j'ai travaillé pour des éditeurs différents comme le 7e Cercle, Sans Détour, John Doe, sur des jeux de science-fiction, mais qui sont, je reviendrai dessus tout à l'heure, j'espère, un peu plus uchroniques, quoi, assez peu futuristes. Et puis depuis 2 ans, je commence aussi à écrire un peu plus dans la littérature classique pour le coup, enfin la littérature populaire, quoi, plus le jeu de rôle. Et il y a aussi une petite part de science-fiction sur certains de mes textes. Bonjour, je suis Frédéric Veil, j'ai fondé les éditions Multicine il y a 20 ans et je suis auteur de livres, entre autres, et d'autres jeux de rôle. Depuis 15 ans, je m'occupe des éditions Nemos, qui est spécialisée dans la science-fiction, la fantasy, le fantastique. Et par ailleurs, j'ai une activité de producteur dans le jeu vidéo, un secteur qu'on connaît un peu. Moi, avant, je suis illustrateur. Ça va plus vite. Oui, j'ai participé à l'Encyclopédie Galactique. Qui est un des plus grands jeux enfin, sinon le plus grand jeu de science-fiction en France. On avait eu le jeu Méga dans les années 80, qui était un peu tiré... Pardon, alors David Camus, je suis auteur, traducteur, j'étais directeur de collection d'éditions Pocket, spécialisé des littératures de l'imaginaire et compagnie. Pour revenir sur l'Encyclopédie Galactique, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Il s'agit d'un jeu qui avait été publié il y a quoi maintenant 25 ans, j'ai un peu peur. Oui, c'est ça. Oui, ça doit être il y a 25 ans par les éditions Robert Laffont. Donc a priori, ça n'est pas un éditeur de jeux traditionnels. Et c'est vrai que c'est un jeu qui avait fait rêver beaucoup de monde. C'est un jeu de François Nedelec, donc illustré par Monchu, notamment à cause de la qualité-valeur des illustrations qui vraiment étaient absolument formidables. Il y a eu des scénarios, une mécanique de jeu, etc. Moi, je trouve qu'il y a une thématique qui est très intéressante, c'est celle, on en avait parlé rapidement hier, mais qui tend à distinguer, si vous voulez, le gameplay, c'est-à-dire le système de règles, et l'univers dans lequel on joue. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez avoir des gens qui vont jouer à Star Wars, le jeu de rôle de science-fiction Star Wars, parce que c'est Star Wars, mais sans trop s'interroger sur le gameplay, alors que peut-être que d'autres mécaniques de jeu par ailleurs pourraient les intéresser plus, mais les personnes n'iront pas voir, même si c'est de la SF. Je pense qu'il y a des jeux par exemple de SF qui étaient absolument extraordinaires dans les années 80, qui s'appellent par exemple Jorune. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, et pareil, c'est un jeu qui avait beaucoup marqué les esprits, encore une fois à cause de la qualité des illustrations, il y aurait peut-être là aussi beaucoup à dire, mais qui n'avait pas vraiment pris, peut-être parce que le système l'emportait pas. Pour ce qui est de la mécanique de jeu, je pense à d'autres jeux, alors pareil, je m'adresse aux vieux dont je fais partie. Des jeux comme Space Opera, si vous avez vu ces choses-là, ou les trucs Traveler, où il y avait des systèmes de règles plus ou moins compliqués, qui tendaient en gros pour la création des personnages à tenir compte de la gravité de la planète sur laquelle vous étiez né, etc. Calculer toutes sortes de choses. Enfin, on passait je ne sais pas combien d'heures à créer un personnage, et les combats la plupart des actions finalement étaient assez difficiles à résoudre. Bon. Non, je ne sais pas par quel bout aborder la question inaugurale de cette table ronde. Comment faire un bon jeu de science-fiction? C'est ça. Oui, mais aujourd'hui, tu as la problématique aujourd'hui. Je me suis dit finalement, comme on parlait aussi des livres, est-ce que finalement les problèmes qui se posent aujourd'hui à la création d'un jeu de rôle de SF ne sont pas un peu les mêmes que ceux qui se posent aujourd'hui à la littérature de SF? Je suis d'accord avec ce que tu dis, David, c'est-à-dire que pour moi, la problématique pour l'expliciter un peu, la problématique est la même. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui fait de la bonne science-fiction avant même de qu'est-ce qui fait un bon jeu? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait sens en science-fiction? C'est une question très importante qui se pose pour la littérature, où on sait tous que les livres de science-fiction ont du mal à trouver leur public, ont du mal à trouver des œuvres fondamentalement originales. Il y en a, hein, je ne dis pas, mais c'est compliqué. Et il y a effectivement cette séparation sexuée aussi de la science-fiction qui a quand même tendance à s'atténuer fortement. Bon, il y a plusieurs raisons. Hein. Il y a le fait que la science-fiction se répand partout, c'est-à-dire qu'elle est très présente au cinéma. Il ne faut jamais oublier que les hits de cinéma depuis 30 ans, ce sont les films de science-fiction qui les font. Et surtout, elle est dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que le jeu vidéo est un territoire extrêmement important de création de la science-fiction. Troisième point, et qui pour moi me concerne, auquel je suis beaucoup plus sensible,
c'est que je pense que nous sommes maintenant dans un monde de science-fiction en permanence. C'est-à-dire que tous les jours, nous nous levons, nous avons l'information. Hier encore, je lisais, excusez-moi, le supplément, la famille, le supplément parisien qui sort tous les week-ends, je ne sais plus comment il s'appelle là, et il y avait une image extraordinaire de tours qui capturent la glace dans l'Himalaya. Et c'est une image... Moi, j'aurais vu ça il y a 20 ans, quand mon premier amour de littérature, c'est la science-fiction. J'ai commencé par Dune, ça a changé ma vie, à tel point que j'en ai fait mon métier. Mais quand j'ai vu ces tours, c'était exactement ce dont je rêvais il y a 20 ans. Sauf que le projet, il est pour 3 ans, il va être fait, c'est les architectes chinois qui le font. Donc là, on a aussi une proximité permanente de la science-fiction dans notre vie quotidienne, les objets que nous utilisons aujourd'hui, les façons la manière dont la politique se passe. Le cyberpunk a en partie très fortement ouvert des brèches il y a 20 ans dans la réalité, et on y est, pas tout hein, bien sûr, mais on y est, la façon dont les mégacorps agissent dans le monde, etc. Donc il y a une proximité très forte. Donc faire un bon jeu de science-fiction, je pense que c'est devenu un vrai challenge. Je pense que c'est devenu un vrai challenge. Et de même que faire un bon livre de SF est toujours... Exactement. Faire un bon livre est un challenge. C'est-à-dire que peut-être que la spécificité de la SF, c'est d'être un genre qui est contraint par le temps. C'est-à-dire que, comme il y a malgré tout cette ambition d'anticiper sur ce qu'est l'avenir, par définition, j'allais dire, si vraiment cette ambition elle est présente et s'il n'y a que ça dans le livre, il y a de fortes chances pour que le temps passant, finalement, le livre perde un peu de la valeur parce qu'il va être démenti par le temps. Quand on pense à 2001, l'Odyssée de l'espace, je veux dire, 2001 maintenant c'est notre passé, mais finalement l'espace n'est pas du tout la manière dont on l'appréhende, n'a rien à voir avec la façon dont on l'appréhendait en 68, 69. Donc ça c'est toujours quelque chose de très délicat. Par ailleurs, pour revenir très très rapidement aux histoires des thématiques abordées par les gens, c'est vrai que autant l'espace faisait rêver dans les années 80 et on pouvait rêver au space opéra, autant c'est des choses qui aujourd'hui, je dirais, alors c'est une question de vraisemblance, c'est-à-dire qu'on a plus de mal à y croire, sauf dans le cas éventuellement de Star Wars, mais Star Wars finalement peut-être aussi plus proche de la fantasy que de la SF, on en reparlera. En revanche, les courants qui apparaissent de manière plus manifeste, ce sont notamment les courants dits dystopiques ou de post-apocalyptiques. Ça, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux, notamment je pense aux jeux des éditions Icar ou des choses comme ça, ou ce soit, bon, je peux penser à Anteas ou Vermine, enfin des jeux, si vous voulez, où l'univers est noir, l'univers est sombre, et c'est une science-fiction où on est moins à sillonner l'espace pour essayer d'aller à la rencontre d'autres races que pour essayer tout simplement sur notre Terre de survivre. On pourrait rajouter aussi en famille de jeux de SF dans ce type d'univers. Il y a ces derniers temps pas mal de jeux de SF uchroniques qui s'appuient sur le patrimoine d'auteurs anciens, ou qui partent du principe qu'à un moment ou à un autre, il y a eu un glissement de l'histoire, il y a une situation fictionnelle, et ça a changé les choses, quoi. Ça, on l'avait déjà, il y a Space 1889, là, qu'on peut voir d'ailleurs dans l'exposition. Alors, je ne sais pas exactement de quand date le jeu, si ça se trouve c'est 1989, bon, je ne sais pas trop. C'est ça. Ah, c'est 1989 en plus, d'accord. Bon, mais oui, effectivement, on imaginait que sous la reine Victoria, les Anglais allaient coloniser la planète Mars. Il y avait un côté un peu rétro-futur qui était marrant. Je voulais réagir sur le côté, sur le succès justement des films de science-fiction qui peuvent, voilà. En fait, tout est affaire de médias et en termes de jeux de société, de jeux de plateau, vous n'aurez pas la puissance évocatrice. Vous n'aurez pas la même puissance évocatrice avec ce que propose un jeu de plateau qu'avec évidemment ce qu'on peut vous proposer dans une salle de cinéma, ce qui fait que vous aurez affaire, comme dans beaucoup de jeux, à des cubes en bois, à des dés, à du matériel finalement qui, d'un thème à l'autre, est le même. Tout va jouer au niveau de l'illustration, éventuellement du type de figurine que vous pouvez avoir, mais c'est aussi la raison pour laquelle on a très vite, dans des univers beaucoup plus visuels, dans des médias beaucoup plus visuels comme le jeu vidéo, la science-fiction a percé et a fait des hits aussi beaucoup plus facilement. Mais entre le jeu de plateau et le cinéma, il y a quand même le jeu de rôle qui se positionne un peu entre les deux, je trouve, où c'est pas qu'affaire de matériel et il va y avoir pas forcément d'éléments visuels, mais le talent du meneur de jeu, l'ambiance qu'il peut se mettre avec un fond musical éventuellement, pour vraiment transporter les joueurs dans l'ambiance. Là, il y a un jeu qui vient de sortir, je vais me tromper sur le nom, mais je crois que c'est X-Wing ou je sais pas trop quoi, un jeu Star Wars, quelqu'un me corrigera certainement. Enfin, j'ai vu les boîtes, je me dis, tiens, si j'avais vu ce truc-là il y a 20 ans, ça m'aurait certainement amusé. Mais ce sont des jeux, comment dire, de guerre, enfin, de stratégie, à base de figurines, des jeux de simulation de combat aérien entre vaisseaux, donc tirés Star Wars, et les vaisseaux sont très 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 bien faits, c'est presque des petits jouets.
Je voudrais réagir à ce que tu viens de dire sur toutes les affaires militaires. Je ne crois pas. Moi, je suis assez opposé à ce type de discours. Je pense qu'il y a des œuvres qui sont très importantes, qui ne sont pas diffusées et qui changent à tout jamais le regard qu'on a sur un secteur. Si on prend par exemple le travail de Greg Egan, qui est un écrivain que j'aime énormément, c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est vraiment un des auteurs qui est plus proche de ce qui est en train de se passer en ce moment avec la révolution informatique, entre autres, mais il a étudié la biologie, etc. Et Greg Egan, ses textes ne sont pas extrêmement lus, ça va, c'est pas extrêmement lu, mais l'existence de ces textes change quand même globalement la façon dont on écrit la science-fiction après. Donc, et ça, des exemples comme ça, on peut en avoir des dizaines. Donc je pense que c'est pas une question de médias, c'est une question de représentation, c'est une question aussi de plaisir. Moi, je crois surtout c'est que la science-fiction est une forme d'utopie, de rêve permanent. Et pour moi, la science-fiction, ça a été, ce n'est plus maintenant, pour des questions que j'ai rapidement posées là, qui sont ces questions du fait que nous vivons dans une univers science-fiction. La science-fiction, c'était vraiment, on va dire, la non-pensée ou l'onérisme d'une société technologique. Et en cela, elle nous aide à imaginer, cauchemarder nos futurs et notre présent d'une société qui se mute, qui se transforme par la technologie. Aujourd'hui, on est dans d'autres choses. Donc qu'est-ce qu'on fait avec de la science-fiction? Quand on joue avec des jeux de science-fiction, en fait, on fait de la philosophie, tout connement. C'est-à-dire quand on teste qu'est-ce que c'est, de manière ludique, qu'est-ce que peut être notre avenir. Donc on réfléchit à des questions importantes, on s'amuse, mais en fait, au fond de nous, qu'est-ce qui se passe quand on fait de la science-fiction? C'est il y a l'autre partie qui pour moi est importante, et on n'a pas entendu, moi je me regrette, c'est qu'on rêve, et il y a une forme de poésie très forte dans la science-fiction qu'on ne retrouve pas tellement ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que les films de science-fiction fonctionnent. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus beau que de regarder un fond de ciel galactique avec la galaxie qui tourne, avec les vaisseaux spatiaux qui passent derrière. Battlestar Galactica, la série par exemple, pour moi est un chef-d'œuvre parce qu'il y a des scènes comme ça, muettes, de bataille, où on voit un des pilotes dérivé dans l'espace en train de mourir et il y a une bataille de fond. Alors, cette scène m'a marqué à vie parce qu'elle exprime pour moi, elle concentre ce que la science-fiction peut offrir comme poésie de l'univers. Et ça, je trouve que c'est une fonction fondamentale de la science-fiction. Qu'on joue un jeu de plateau, donc un bon jeu de plateau, il a cette représentation-là. Un bon jeu de rôle, il est capable de générer en nous ces imaginaires-là. Un bon livre, c'est la même chose, et un film, il la représente. Donc, média, pour moi, donc la science-fiction est vraiment quelque chose qui nous sert à aussi rêver. Aussi. Et là, c'est clair que la force de l'image, l'imaginaire, est extrêmement importante. Pour le jeu de société, je précise ma réflexion. En fait, voilà, je rejoins globalement la vie. C'était simplement l'idée de séparer le matériel de la logique de jeu et de l'expérience du joueur. Le matériel que vous pourrez trouver dans un jeu de science-fiction, illustration mise à part, est le même que celui que vous pourrez trouver dans d'autres jeux. Donc la distinction ne va pas se passer à ce niveau-là. Au niveau de l'expérience de jeu, et je reprends l'exemple de Battlestar Galactica, donc qui a plusieurs adaptations en jeu plateau, une assez ancienne qui n'est pas connue du tout, et dont je reparlerai. Mais la plus récente essaye vraiment de retransmettre ce qui fait le cœur de la série, c'est-à-dire les décisions tendues qui s'enchaînent très rapidement, le sentiment de paranoïa à cause de la présence de joueurs si longs qui vont jouer contre les autres, secrètement, plus ou moins. Et tout ça retransmet idéalement l'atmosphère de la série, au point qu'on peut commencer à jouer par Battlestar Galactica avant de découvrir la série, sans que ça pose problème, alors que dans beaucoup d'univers de jeux à licence, ça spoil, oui. Ah oui, ça spoil, ça c'est sûr. Et ce que je veux dire, c'est que l'expérience est tellement riche en termes de jeu, est tellement exceptionnelle, que c'est un excellent sas d'entrée pour le coup dans la série. C'est que ça joue peut-être avec des codes qui sont universels en fait, quoi. Donc, moi je sais que c'est exactement comme ça que j'ai découvert, c'est-à-dire j'ai joué au jeu de plateau avant de découvrir la série. Et bon, finalement, enfin je sais pas quel jeu c'était, mais c'était un huis clos dans ce vaisseau spatial qu'il faut gérer, sachant qu'il y a un traître parmi nous. Ça aurait pu être dans un bateau pirate, ça aurait pu être... voilà quoi, c'est... Et peut-être pour rebondir sur justement ces logiques de jeu, en fait, il y a les thématiques, on a tendance à séparer les thématiques et le gameplay quand on parle de jeu. Et en fait, alors si certains d'entre vous sont allés voir l'exposition, vous pouvez voir des jeux assez anciens.
d'autres plus récents. Il faut voir que en termes de mécanique de jeu, de tradition du type, le jeu de société a sa propre histoire. De l'autre côté, la science-fiction a sa propre histoire. Et on voit très peu en matière de jeux de plateau d'influence du gameplay sur le thème de la science-fiction ou du thème de la science-fiction sur le gameplay, sauf dans de très rares cas, comme par exemple l'exemple de Battlestar Galactica. Ce que je veux dire, je vais prendre des exemples, c'est que quand vous jouez à un jeu des années 60 qui s'appelle Tintin et Milou vers la Lune, vous allez jouer à un jeu de parcours comme on en trouve des centaines à l'époque. C'est quasiment un paradigme, le jeu de parcours en matière de jeu de société. Paradigme qui aujourd'hui est complètement dépassé, qui a été revisité avec succès par des auteurs, rafraîchi, mais globalement, il y a peu d'auteurs qui se risqueraient aujourd'hui à sortir un jeu de parcours, parce qu'on repense aux jeux de loi, à ces choses qui nous hantent, les soirées avec grand-mère, voilà. Et donc, bon, les game designers contemporains ne vont plus sur ces mécaniques de jeu. En revanche, des mécaniques plus récentes comme le deck building, donc la construction de son paquet de cartes progressivement au cours de la partie, ou les jeux semi-coopératifs qui sont plutôt tendance en ce moment, voilà, vont se retrouver dans des jeux de science-fiction qui sortent depuis quelques années. Voilà. Alors, ce qu'on peut, pour peut-être compléter ce que tu viens de dire, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Il y a quand même des endroits où le background et le gameplay se rejoignent. Si on prend par exemple Halo, qui est un des grands jeux de vidéo de science-fiction, on voit bien que Halo en fait, a pompé son imaginaire et son décor sur Ringworld. En fait. Et pareil, une grande saga de science-fiction de Larry Niven, l'Anneau Monde. Et cette image de cet anneau qui circule, enfin de cet anneau pardon, qui tourne autour d'un soleil et dans lequel il y a des milliers de mondes qui se trouvent, Halo reprend ça et y installe son jeu de guerre. Mais là, on a une influence forte de l'idée originale de l'auteur de science-fiction qui est Larry Niven, qui place ce décor que personne n'avait imaginé, qui est très fort, hein, une image très très forte, et on y greffe dessus pardon, ce gameplay de jeu vidéo. Je crois qu'il y avait eu un jeu de... Je me demande s'il n'y a pas eu un supplément GURPS d'ailleurs autour de Ringworld de Larry Niven. C'est-à-dire qu'il y a eu un jeu de rôle de science-fiction qui s'est inspiré